D'abord, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire jeudi DRH sur les solutions d'appui à la transformation des entreprises. Du coup, en présence de Élise Denis, chargée de projet innovation à Eurasanté. Du coup, bonjour Élise. Bonjour à tous, merci. De Thibaut Castro-Delannoy, qui est consultant RH à Eurasanté également. Donc, bonjour Thibaut. Bonjour Angélique, merci pour l'invitation. Ainsi que Marilène Copy, chargée de mission à l'ARACT. Bonjour Marilène. Bonjour à tout le monde. Donc juste, je pourrais demander à tous les participants de bien vouloir couper leur micro ainsi que leur caméra. Et si toutefois il y a des questions, de les poser dans le chat parce qu'on les relèvera à la fin du webinaire. Marianne, vous pouvez la laisser. Voilà, c'est juste pour les personnes extérieures. Donc moi je suis Angélique Villette, je suis chargée de projet innovation avec Clubster NSL, qui est un pôle de compétitivité et réseau d'entreprises sur la région France, donc sur les secteurs de l'industrie, du soin et des académiques, etc. Et avec Eurasanté, on a participé l'année dernière en partenariat avec Stratélis et avec le soutien de la Directe à un contrat d'études prospectives sur les métiers de la filière nutrition santé. Donc c'était une étude qui a été menée sur la région Hauts-de-France de façon à pouvoir anticiper les mutations économiques de la filière. Donc l'objectif de cette étude, c'est de pouvoir caractériser les principaux enjeux à venir pour pouvoir mieux accompagner les entreprises dans leurs problématiques, aussi bien de recrutement que de formation, et ainsi assurer une adéquation des profils aux besoins du marché. Donc pour cette étude, il y a eu plus de 70 acteurs de l'innovation dans cette filière qui ont participé, donc c'est-à-dire des PME, des entreprises ou encore des startups, de façon dans le but de pouvoir améliorer l'adéquation entre les besoins RH des entreprises du secteur et l'offre de formation et de profils disponibles sur le marché. Donc Thibaut, je te laisse peut-être présenter un peu plus en détail l'étude. Alors du coup, vis-à-vis de l'étude, vous pouvez l'obtenir en nous envoyant un mail tout simplement sur l'adresse emploi@eurasanté.com. Ce qu'on a remarqué en tout état de cause avec la situation actuelle, du coup l'étude a été menée et a débuté en mars 2020, donc au moment de la crise sanitaire, c'est qu'on a une filière santé nutrition qui a été en première ligne tout au long de l'épisode qu'on a pu vivre, avec une solution accrue, voire continue du personnel. Il y a eu finalement assez peu de recours au chômage partiel au sein de notre filière santé nutrition. On a plutôt connu une hausse d'activité avec des besoins en compétences toujours aussi forts, que ce soit en termes de formation professionnelle spécifique à notre activité ou encore en termes de besoins en recrutement, puisque pour le coup, les besoins en recrutement sont sur l'année 2020 sur les mêmes bases qu'en 2019. Sur les 1100 entreprises de la filière, on est quand même majoritairement sur des profils de petites entreprises, petites et moyennes entreprises, avec des directions générales qui ont été fortement sollicitées, puisque forcément, il n'y avait pas forcément de RH en interne, avec du coup un recours accru au consulting et des dispositifs innovants comme le télétravail, pas toujours adaptés. Par exemple au métier de laborantin pour certains de nos membres au sein de la région Hauts-de-France. On a dû finalement, sans ces directions RH, s'adapter avec des protocoles sanitaires assez rigoureux, de la distanciation, ce qui a forcément du coup impacté nos 32 000 salariés qui ont vu leur cadre de travail transformé avec un management à distance qui a été approprié et une santé au travail également plus fragile avec des risques psychosociaux à la fois pour le coup sur des profils qui ont été sursollicités avec des burn-out ou encore à l'inverse des profils qui ont été plus à mal finalement sur le management à distance avec des situations de burn-out. Face à ce constat, face à l'étude également qu'on a pu mener, qui met en exergue du coup l'évolution de nos emplois et des compétences avec notamment une digitalisation de nos parcours, on s'est rapproché du coup de l'ARACT qui prendra le relais juste après, mais finalement en se disant qu'il y a au sein de notre filière des enjeux de qualité de vie au travail qui ont été mis à mal et qui ont besoin d'être accompagnés et présentés aujourd'hui. Du coup, ce que je vous propose moi comme consultant RH, c'est peut-être déjà de revenir sur la définition de la qualité de vie au travail, qui a été plus particulièrement définie par un accord national interbranche en 2013. La qualité de vie au travail, c'est d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance dans le cadre de son organisation.
Ce qui est important de retenir sur l'aspect qualité de vie au travail, c'est que pour le coup, elle englobe différents axes qu'on va rencontrer, nous RH, mais aussi direction générale, que ce soit l'égalité professionnelle, l'engagement, le management, les relations au travail, le contenu du travail, la santé au travail, ou encore le ou les parcours professionnels. Cette qualité de vie au travail, du coup, a été transformée en bien ou en mal pour le coup depuis 1 an. Ce qui est important aujourd'hui, c'est nous, Eurasanté, Clubster NSL, on est plutôt un réseau et une boîte à outils au service des entreprises. Du coup, on s'est appuyé fortement sur l'ARACT et des partenaires qui se présenteront également tout au long de l'atelier et du programme qu'on va vous présenter aujourd'hui, pour construire une offre qui répond à des besoins, puisque pour le coup, on a eu nombre de sollicitations sur des enjeux de j'ai jamais mis en place le télétravail, comment le mettre en place, ou à l'inverse, j'ai des populations qui ont du mal à s'engager aujourd'hui à distance, mon protocole sanitaire, je le respecte, mais qu'est-ce que la DURP? Je ne connais pas du tout ces notions. Donc on a eu vraiment pas mal de questions tout au long de cette année, et du coup, on vous présente aujourd'hui un programme d'accompagnement à destination à la fois des membres Clubster NSL 350, mais aussi des 1100 entreprises de la filière santé, composées principalement du coup de TPE, PME, vous l'aurez bien compris. Ce que je vous propose, c'est peut-être, Marilène, de prendre le relais sur du coup Oui, l'ARACT et puis votre rôle dans du coup ce projet qu'on mène ensemble aujourd'hui. d'accord. Alors bonjour, donc l'ARACT, une présentation un peu rapide mais importante de l'ARACT. Donc nous sommes un réseau national. Il y a une ARACT, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail par région, et chapeautée par une tête de réseau qui est l'ANACT. En région, nous sommes associatifs. La vocation de l'ARACT, c'est de promouvoir bien sûr l'amélioration des conditions de travail en agissant plus particulièrement à la fois sur l'organisation du travail, dialogue social et dialogue professionnel. Et puis, comme on dit, nous sommes un peu des incubateurs sur ces dimensions-là, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'expérimenter et ensuite, il y a une diffusion qui se fait par 2 voies. À la fois par la voie de publication, de conférences ou de sollicitations comme aujourd'hui, mais aussi transfert de méthodos auprès de consultants qui prennent le relais sur le champ privé. Que dire? Une autre chose importante sur notre réseau, c'est que chaque ARACT est géré de manière paritaire et c'est très important, c'est-à-dire qu'on a un CA composé des 3 organisations patronales et des 5 organisations de salariés représentatives. C'est l'ADN du réseau et si je le précise, c'est parce que quand on intervient, on porte ce paritarisme, c'est du paritarisme en acte. On intervient pour les structures, qu'elles soient sur le champ privé en premier lieu, mais aussi public. On est parfois sollicité par le public et on conduit les projets ou les accompagnements ou les expérimentations inévitablement avec les 2 parties. Voilà, ça c'était une présentation du réseau. Est-ce que c'est moi qui la mets sur... Voilà. Alors, comment ça s'est passé? En fait, depuis mars 2019, il a été demandé au réseau ANACT-ARACT d'accompagner les entreprises. Et à cette période inédite pour tout le monde, le mot, je continue à l'utiliser. Dès le début, c'est celui qui m'est apparu le plus pertinent. C'était inédit, quelque chose que personne n'avait jamais connu, je pense, qui est encore en activité aujourd'hui. Inédite, et on nous a demandé de les accompagner. Alors, il y a eu plusieurs phases et qu'on a pu retrouver, que les consultants qui sont là aussi, dont ils pourront parler. Il y a eu la première phase où l'idée, ça a été d'accompagner les structures à la mise en place des gestes barrières avec tous les tâtonnements qu'il y a eu pour tout le monde. Je pense qu'il faut préciser tout de suite qu'il n'y a pas eu de mode unique de faire, connu, standardisé. Tout le monde a tâtonné. Il y a eu de l'expérimentation, ce qui veut dire aussi qu'il y a eu innovation sur cette période. Et les gestes barrières, bien sûr, il y avait les services de santé au travail, la CARSAT, qui était sur le pont aussi pour ça. Et nous, c'était sur les dimensions plus organisationnelles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette phase-là, elle est totalement intégrée. Les structures, c'est bon. Tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire, tout le monde fait. Mais après,
parallèlement à ça, mais peut-être un tout petit peu avec un temps juste après, c'est la mise en place du télétravail massif. Et là aussi, période inédite, autant le télétravail était utilisé avec parcimonie tant du côté des dirigeants que du côté des salariés, était vu surtout comme un outil, je veux dire, de conciliation des temps sociaux. Et là, il a pris une toute autre ampleur. L'idée, c'était vraiment de continuer l'activité en télétravail de manière, à un moment donné, bon, on en est aujourd'hui de faire toutes les tâches télétravaillables doivent l'être. Et même s'il y a eu une sorte de petit retour en arrière en disant bon, on peut tolérer une journée de présentiel pour chaque salarié ou agent, mais on voit bien que la tendance, il y a un télétravail, même encore aujourd'hui, massif et si possible total. Quoi qu'il en soit, cette mise en place du télétravail a engendré des grosses conséquences et c'est pas fini parce que finalement aujourd'hui on est en train aussi on voit qu'on en arrive à la mise en place du télétravail post-pandémie et c'est autre chose. C'est encore, c'est pas comme la deuxième phase, mais quoi qu'il en soit, les incidences à la fois sur le collectif de travail, le travail collectif, sur le management et la conflictualité sont forts, ont été forts depuis, on va dire, fallait octobre 2020, c'est là où on a commencé, nous, à être sollicités, nous, Réseau Anactaract, sur ces problématiques-là, et aujourd'hui, ça perdure. Voilà. On arrive dans alors j'ai voulu un petit peu faire de la chronologie, mais la question du télétravail massif, mais autre phase, c'est aujourd'hui aussi, la conflictualité aussi, mais on arrive maintenant dans encore une autre phase, depuis on va dire, quelques semaines, un peu plus, c'est la question de l'engagement au travail des salariés et des agents. Ce qu'on entend dire, c'est maintenant, remettons à un rythme, alors ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas, mais remettons à un rythme régulier et un petit peu de croisière l'engagement des salariés. Il se pose une troisième problématique, c'est la question de la reconnaissance. Je vais revenir sur ces 3 points. Le télétravail, un petit peu, c'est un défi managérial. Voilà, tu peux la suivante. Voilà. Bon, alors, on parle beaucoup du défi du management à distance. On a commencé comme ça au début, en début de pandémie, parce que la nouveauté, c'était effectivement comment on travaille avec les agents, les équipes, les collaborateurs à distance. Donc, c'est posé la question de trouver l'équilibre. Le manager devait trouver un équilibre entre autonomie et contrôle. Il fallait lâcher sur quelque chose. Ça transformait le rôle du manager. La question de comment on crée un collectif à distance, comment on préserve et on implique à distance, comment on maintient une communauté professionnelle et puis après, c'est la question aussi de quels outils technologiques et ne pas tout attendre des outils parce que les outils, ça ne suffit pas. Tu peux passer la suivante. Pardon. Il n'y a rien qui s'affiche. Au final, attends. Au final, aujourd'hui, on peut dire, alors si au début, la nouveauté là aussi, c'était comment faire pour télétravailler, pour manager à distance, finalement aujourd'hui, c'est une difficulté qui se pose. Le manager est tiraillé, on dit, le mot là apparaît juste quand on les entend s'exprimer sur le sujet, entre 3 types de collectifs. Alors, il y a le tout télétravailleur, quand ils doivent animer une équipe de télétravailleurs. Il y a le collectif des collaborateurs sur site et après, il y a un collectif de travail qui est quand il faut que les télétravailleurs et les collaborateurs sur site soient dans des relations parce qu'ils sont sur des projets communs. Aujourd'hui, on entend dire les managers, ils n'ont pas trouvé non plus pour l'instant leur mode de fonctionnement et ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté parce qu'ils disent qu'il y a une surcharge de travail réelle ou ressentie, mais là, ils le disent réel parce que finalement, ils sont en train de mettre en œuvre divers types de management. Divers types de management, mais en même temps, ils nous disent il faut que je passe le même temps au management sur place, au management à distance et au management de ces équipes mixtes. Ce qui fait, c'est qu'elles ont l'impression que leur temps de travail s'est multiplié. Il n'y a pas d'économie d'échelle. Voilà, ils essaient de faire finalement un petit peu à distance comme ils font quand c'est du présentiel. Donc, ils expérimentent aussi des modes de management diversifiés et finalement, ils sont dans une phase où il y a une complexité du management et il y a quelque chose en redéfinition. Donc, je dirais que la problématique du management, elle devient problématique pour les managers eux-mêmes et qu'il y a un besoin d'appui fort qui se fait sur cette catégorie d'actifs.
Voilà, sur ce point. Donc ça, c'est. Après, il y a la question du travail collectif et des collectifs de travail. C'est pas tout à fait pareil. Je veux bien la suivante. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est comment maintenir. On en est à comment maintenir là aussi la relation. C'est très important. Et pourquoi et comment, hein. Il y a divers avec le passage au virtuel ou à distance, mais ça. Au début, on disait c'était virtuel. Maintenant, on perd un peu ce mot. Hein. Finalement, c'est à distance, mais la distance s'est affranchie, puis on a l'impression d'être avec des vrais gens aussi, d'une certaine manière, quand on est en web échange ou comme aujourd'hui. Mais en même temps, on est assez isolé. Hein. Il y a des risques et des opportunités. Hein. Et puis, il y a quand même l'absence d'interaction spontanée et informelle. L'autre jour, j'ai assisté à un web échange avec Dechessar, Mathieu Dechessar, qui disait le défi qu'on rencontre aujourd'hui et qui sera aussi le défi des mois à venir, c'est recréer quelque chose parce qu'on a beaucoup perdu, on a perdu en informel. Et pour lui, et je m'y retrouve assez, c'est pour ça que je l'évoque aussi, il dit il nous manque aujourd'hui dans les relations de travail, le collectif de travail, le travail collectif, cet humus de l'informel, c'est-à-dire ce terreau-là, c'est présent, ça enrichit, c'est assidieux, mais ça se fait sans qu'on s'en rende compte, qui est facteur de créativité, qui est aussi facteur de réactivité, de co-construction, de partage et finalement de travail collectif. Donc, tu peux passer sur ce site-là. Et au final, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a on voit qu'il y a des effets. Alors, sur les collectifs, comment et pourquoi travailler? Bon, il y a des évolutions des projets, des façons de les traiter. Un risque qu'on identifie, c'est que finalement, il y a un éclatement du travail aussi. Et finalement, peut-être un risque de nouveau de retourner dans une logique de tâches. Hein, et de parcellisation du travail. Comme on ne peut pas travailler de manière synchronisée et en temps réel, finalement, on se répartit des bouts et ça conduit finalement à retourner vers une logique de tâche qui risque aussi eh bien, de faire perdre un peu les identités professionnelles. Hein. Sur le champ du positionnement individuel, du parcours professionnel, eh bien, on a du mal quand même à se réinscrire. Je dis on, mais parfois je pourrais dire moi. On a du mal à se réinscrire dans un collectif. Et on ne sait plus finalement ce que nous disent les entreprises et même les collaborateurs quand on est en intervention, c'est demain quand il va falloir ou si on doit retourner en présentiel, eh bien comment on va réapprendre à faire des compromis. Ça, c'est pas gagné. Finalement, c'est facile de couper la caméra, c'est facile d'invoquer potentiellement un problème de réseau qui fait qu'on ne peut plus rester dans la réunion. Alors que quand c'est en présentiel, ben, le compromis doit se faire là, en temps réel. Hein. Donc ça, c'est un enjeu fort. C'est un autre enjeu sur la question de la performance. Bon, il y a les enjeux sur la santé. On voit bien, là, on voit bien qu'il y a des plateformes qui commencent à émerger. Les services de santé au travail sont sollicités là-dessus. Il y a des plateformes en ligne qui émergent aussi pour un appui pour la santé mentale créé par cet isolement. Et puis, isolement du travail, ça veut dire travailler seul et éventuellement résoudre seul des problèmes, mais c'est aussi l'effet de socialisation et de soutien social que peut faire le collectif. On l'a plus, donc il y a des effets sur la santé. Sur la performance, alors au début de la pandémie et de la mise en place du télétravail massif, ben là, il y a eu une montée en flèche de la productivité, des gains de productivité assez élevés, mais ça s'est vu sur le court terme. Et puis un épuisement. Et après avoir atteint un peu un plateau, ben là, on commence, hein, les entreprises commencent à dire que ben, de nouveau, les gains de productivité s'applanchent. D'accord ? Donc, se pose, là, si on peut parler en termes économiques, la productivité dans une approche quantitative, mais en même temps, sur la question de la performance, qui est plus large que la productivité quantitative, c'est la question aussi de la partie un peu création, hein, individuelle et collectif, ce moment où il n'y a plus d'apprentissage collectif à temps réel, qu'il n'y a plus de pluridisciplinarité en acte dans un même espace-temps. Là, ça crée des problèmes aussi. Donc là, c'est des enjeux à travailler pour la suite. Et puis, je pense que sur ce point, sur les collectifs, je l'ai un petit peu dit, sur les parcours, voilà. Autre élément fort,
Et là aussi, hein, on l'a bien senti, ça a beaucoup été évoqué en fin d'année, la question de l'équité, de la reconnaissance dans les entreprises. Finalement, le constat, c'est qu'il y a de fortes tensions. Alors, c'est vraiment apparu en septembre-octobre entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs. J'ai marqué non télétravailleurs parce qu'il y a eu plein de cas de figure, hein, du chômage partiel, il y a eu des arrêts de travail, bien sûr, pour maladie, pour atteinte Covid, mais aussi pour s'occuper des enfants hein, qui n'étaient pas scolarisés. Donc, il y a eu un sentiment de finalement, il y avait ceux qui étaient au front, qui a été beaucoup repris, y compris par les instances politiques, ceux qui étaient au front et ceux qui étaient en arrière-garde, un sentiment que finalement, pour plein de raisons, ceux qui étaient en arrière-garde, mais surtout les télétravailleurs, ont été favorisés. Pas exposés à la pandémie, hein, où il y avait quand même la question que si on parle de distanciation sociale, c'est qu'effectivement, il faut se mettre en retrait. Pourquoi nous, on y est toujours? Pourquoi on est sur site? Tout à l'heure, ça a été évoqué, surtout les salariés Thibault l'a dit, surtout les salariés qui ne peuvent pas être en télétravail, qui doivent aller laboranter, entre autres, tous les personnels de santé où il y a une relation nécessaire, physique, pour exercer le travail. Et là, un sentiment qu'ils ont été favorisés pour plein de choses. Et pourtant, on entend les télétravailleurs dire « moi, j'en peux plus de télétravailler, je veux en sortir ». Quoi qu'il en soit, c'est là, il y a ce terreau là aussi qui fait qu'il y a de la conflictualité et qu'il faudra aussi à un moment donné le travailler dans les entreprises. Alors on a entendu des salariés dire finalement, moi quand je suis revenue, que j'étais au chômage partiel, il y avait les héros, ceux qui sont restés dès le début de la pandémie sur le site. Il y avait les semi-héros, ceux qui ont été rappelés dans les 2 mois. Et il y avait nous, hein, qui finalement, les inutiles, puisqu'on ne nous a pas rappelé, soit on nous a laissé en chômage partiel, soit en télétravail, mais avec la difficulté de savoir ce qu'on devait faire, ce qu'on allait faire. Donc, il y avait finalement, à un moment donné, 3 catégories dans les entreprises. Alors, certaines, y compris par le travail, la nécessité de produire, on recrée du collectif, mais pas toutes. Il y en a, il va falloir à un moment donné se poser pour évacuer cette rancœur ou ces conflits latents hein, qui sont présents et qui peuvent être des atteintes à la production, à l'efficacité et à la santé de tous. Donc, derrière cette reconnaissance, il y a aussi des enjeux, comment on me reconnaît, quoi. Comment on reconnaît financièrement, je ne sais pas, une prime, autre chose. Mais il y a quelque chose qui est peut-être encore plus fort, c'est que pendant cette période, l'inédit, les trous dans la raquette dans l'organisation ont fait que il a fallu se débrouiller, parfois sans manager, parfois prendre un poste qu'on prenait que de manière occasionnelle, mais là, un collègue étant absent, je suis rentrée dans son boulot et puis je me le suis approprié. Donc, les collaborateurs ont développé des compétences, développé des savoirs, ils sont sortis de leur case d'une certaine manière. Et là, à la fin de la pandémie ou déjà maintenant, on peut leur demander de retourner à leur case au point de départ parce que les autres vont revenir prendre leur place. Mais ce qu'il dit, c'est « mais moi, j'ai pas envie ». J'ai fait des apprentissages, j'ai envie d'évoluer, d'être reconnue dans ce que j'ai appris. Je n'étais pas qu'une réserve de main-d'œuvre qu'on a pu utiliser dans les crises précédentes et les guerres, entre autres, où les femmes étaient des réserves de main-d'œuvre pendant que les hommes étaient au front. Là, c'est un peu pareil. Certains agents, salariés qui ont occupé des places vides, des chaises vides, mais à qui on demande après de retourner à leur place. Donc là, il y a aussi des choses que les entreprises vont devoir travailler. Par rapport à tous ces enjeux, il existe un dispositif Objectif Reprise qui a été mis en place par le ministère du Travail avec des fonds FSE et qui a été, on a demandé au réseau Anactarac de le mettre en place. C'est une forme de, on va dire, pas un booster parce que c'est une terminologie utilisée par d'autres structures, c'est finalement aider les entreprises à passer des caps, à répondre à des problématiques un peu chaudes du moment, qui s'adressent aux TPE, PME et donc de moins de 250 salariés et qui sont des dispositifs, des réponses un peu courtes hein, sur comment finalement je travaille sur le collectif, comment j'appuie un petit peu le management, comment on adapte l'activité stop and go, comment on essaie de retravailler avec les partenaires sociaux et les collectifs la question de l'engagement,
Voilà, toutes les questions hein, que j'ai pu évoquer tout à l'heure peuvent être traitées dans le cadre de ce dispositif Objectif Reprise qui est gratuit pour les entreprises. Ce dispositif, les entreprises peuvent être accompagnées de manière individuelle avec entrée sur leurs problématiques sur 1 à 6 jours consultants. Nous, on a le réseau Enact a recruté les consultants qui ont postulé, bien sûr, hein, il y a eu une réponse à l'appel d'offres. Et après, les ARACT font l'entretien, ce qu'on appelle l'entretien d'orientation pour essayer de repérer le besoin de l'entreprise. Et après, renvoient ça aux consultants qui feront la mise en œuvre et accompagneront les entreprises. Donc, il y a cette possibilité d'être accompagné de 1 à 6 jours en individuel. Une autre possibilité, c'est de rentrer dans une action collective avec une émulation sur des processus là, un petit peu courts de 4 mois avec des temps collectifs. C'est un format assez classique hein, où il y a des apports de méthodos, des points de repère et des échanges entre pairs parce que ça, c'est très important. Et puis, un accompagnement un petit peu sur mesure individuelle, mais là, sur des formats plus courts de 2 jours et demi maximum. Et puis après, on fait des webinaires, des ateliers thématiques sur divers éléments qui préoccupent la période, hein, la question des relations, des tensions relationnelles, relancer un peu une démarche QVT, faire un retour d'expérience pour savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas pour la suite. Et puis, par exemple, ce matin, j'ai animé un web échange dans une action qu'on a dans l'activité de transport avec des entreprises du transport. C'était sur la place du numérique dans le transport. Aujourd'hui, durant la pandémie, puis demain, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se faire. Et là, pour avoir accès à ce dispositif, c'est le slide suivant. Vous avez le lien, hein, c'est le lien, et l'idée, c'est de renseigner juste les données qui vous êtes, l'entreprise, et puis les données mail, téléphone, pour qu'on puisse vous rappeler. C'est pas engageant, on discute avec vous, puis si on repère que ça peut rentrer dans le dispositif Objectif Reprise, les entreprises y ont droit, et sachant que ça se termine à la fin de l'année 2021. 31/12, il n'y a plus de ce dispositif qui devait rester sur une période courte. Voilà. Parfait, merci Marilène. Et puis je pense que c'est le moment d'utiliser le dispositif et d'en profiter pour vous, entreprise, et je pense que ça peut être tout à fait complémentaire à ce qu'on va vous présenter juste après. Est-ce que peut-être, Marilène, vous pouvez peut-être préciser un petit peu ce qui a amené l'ANACT finalement à lancer un appel à projet dédié, et puis comment ça s'est passé finalement par rapport au domaine de la santé que nous on adresse, de voir un petit peu qu'est-ce qui a amené ces ateliers, ces axes de collaboration. C'est vrai qu'il y a diverses raisons. C'est qu'on peut avoir le réseau ANACT-ARACT peut avoir des entrées sectorielles. On a beaucoup travaillé dans le secteur médico-social, on a beaucoup travaillé dans les industries agroalimentaires à des moments clés. On travaille aujourd'hui dans le transport qui a été très impacté, comme en plus de diverses manières, justement parce que c'est un secteur qu'on va dire essentiel sur la période. Il fallait bien acheminer, je dirais même les denrées essentielles, et qui a été très malmené sur la période. Donc, il y a des enjeux de QVT dans ces secteurs qui doivent être travaillés. Entre autres, je fais le parallèle, puisque j'en sors, donc je pense à ça. Pour les transports, l'idée, c'est vraiment comment on fait QVT, quoi, parce que malgré le fait qu'on sent bien qu'il y a une problématique d'emploi qui commence à se poser, qui va des entreprises qui risquent de disparaître dans les mois à venir, qui n'ont pas résisté à cette période. Il n'empêche que ce secteur du transport n'en est pas pour autant attractif. Voilà, donc c'est qu'il y a des enjeux, même s'il n'y a pas, si finalement on peut être captif parce qu'il y a peu d'emplois, eh bien on n'y va pas spontanément, et puis il n'est pas attractif, et puis ou alors on ne veut pas y rester. Il y a beaucoup de turnover. Donc il y a des enjeux de QVT. Et dans le service, je dirais un peu global qui est le vôtre, il y a des enjeux forts de ce type aussi. Donc, et la période a été, c'est un secteur qui a été malmené aussi, qui a été extrêmement sollicité, dont on attend beaucoup dans les années à venir. On le voit bien, les enjeux sont là, et il y a intérêt à travailler aussi sur la QVT dans ces secteurs, quel que soit. On voit bien que vous êtes un secteur finalement très large de la production
de médicaments aux soins, à la santé, au care. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce secteur, mais quoi qu'il en soit, on voit que il y a beaucoup d'attentes sur ce secteur et ce sera un vivier aussi d'emploi pour toutes ces raisons, parce qu'il y a une demande sociale qui porte sur ce secteur. Et que pour qu'il y ait une réponse adaptée du secteur à la demande sociale, il est aussi utile de travailler sur la QVT. D'où l'appel à projet FACT qui a été lancé. Si c'est un FACT, donc Fonds d'amélioration des conditions de travail, porté aussi par le réseau Anactaract, l'intention, c'est bien sûr qu'il y ait toujours cette approche paritaire et participative, c'est que le travail se fasse, qu'on travaille ces enjeux de QVT et de performance, parce que l'un ne va pas sans l'autre. La QVT, elle a du sens parce qu'il y a des entreprises, sinon elle n'aurait pas de sens. Donc, on voit bien que c'est intimement lié. Des salariés qui ne sont pas en bonne santé mentale ou physique, il y a des effets très forts sur la santé de l'entreprise. Donc, il y a l'intérêt de la volonté de travailler sur ces deux enjeux de manière connexe, mais toujours dans une approche paritaire, en impliquant direction et représentants des salariés. Et participatif, c'est que parfois la recherche de solutions, elle doit porter en allant interroger les collaborateurs qui sont dans le travail. Et pour refaire un parallèle avec le web échange de l'autre jour avec Decesa, il disait cette période finalement a été une occasion de réduire la distance entre management, que ce soit de proximité ou stratégique, et opérationnel. Parce de nouveau, les trous dans la raquette et la nécessité de réagir très vite a reconduit à une implication et un travail plus fort entre les diverses catégories. Voilà, c'est ça qui a conduit à ce projet. Bah, je suis totalement d'accord et je pense qu'en effet, on a une transformation en profondeur de nos activités. Alors, on aura peut-être moins de réorganisation ou de fermeture d'emplois, mais pour le coup, ces emplois seront amenés à évoluer, à se transformer dans un contexte économique qui restera pour le coup difficile et sur lequel les enjeux de qualité de vie au travail seront partie prenante. C'est vrai que du coup, je pense que l'objectif, c'est vraiment de capitaliser sur le retour et la diversité de nos entreprises, parce qu'en effet, vous l'avez bien précisé, on va de la production de médicaments aux services santé, en passant par tout ce qui est activité de recherche ou encore de nutrition, de production agroalimentaire pour parler du cluster NSL. Donc je pense que l'objectif de notre collaboration sur l'année à venir, puisque pour le coup on collaborera jusqu'en avril 2022, c'est vraiment d'apporter des fiches pratiques et des bonnes pratiques qu'on pourra faire profiter à la fois à la filière, mais aussi potentiellement avec le réseau ANACT à d'autres filières et d'autres localisations géographiques. Pour ce faire, ce qu'on vous propose et ce qu'on vous présente, c'est des ateliers pratiques qui seront thématisés avec un accompagnement qui se fera par un cabinet de qualité de vie au travail reconnu du coup sur la place lilloise qui est Psya Stimulus, représenté par Yann qui est aujourd'hui présent. Ce que je te propose, Angélique, c'est peut-être de présenter un petit peu les prochains rendez-vous du coup Cluster NSL sur le sujet. Donc le prochain, ce sera le jeudi 17 juin 2021 à 11 h. Donc sur le focus sur les développements et transformations d'activités et de travail rencontrés depuis un an. Donc chaque atelier sera un petit peu un focus sur plusieurs éléments. Et celui-là sera suivi après en novembre 2021 sur le management renouvelé et les différentes pratiques de travail. Ensuite, en janvier 2022, vous aurez le focus sur l'impact du numérique dans vos activités à distance. En mars 2022, le focus sur le partage de compétences en intra-entreprise. Et enfin, en avril 2022, un focus sur les nouveaux programmes de formation QVT en région. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, pour le coup, les ateliers, les thématiques évolueront aussi fonction de l'actualité qui est la nôtre. Je pense que l'objectif, c'est vraiment d'avoir des groupes de travail, que ce soit des représentants du personnel, des directions RH, des directions d'entreprise, qui vont pouvoir participer à ces ateliers, mais aussi avoir un premier accompagnement par un cabinet qui viendra directement dans leurs locaux offrir une journée d'accompagnement à 10 structures, en l'occurrence, sur l'ensemble du programme. Donc, pour nous et pour l'ARACT, c'était intéressant qu'il y ait aussi une vision d'échange, ce qui est très importante, mais aussi un retour qualitatif de notre accompagnement. Donc, pour ce faire, on aura des ateliers et un événement phare qui sera en l'occurrence un hackathon dédié à la qualité de vie au travail.
Donc, je laisse peut-être ma collègue Élise vous expliquer un petit peu ce que c'est un hackathon dédié à la qualité de vie au travail et comment ça va se passer. Oui, bonjour à tous. Merci Thibaut pour la mise en relation. En effet, là, on souhaite travailler vraiment sur une expérience terrain en proposant à des entreprises de participer à un challenge. Donc, c'est un challenge en fait de 48 heures qui vise à réunir pendant ces 48 heures une vingtaine d'étudiants, à savoir 2 équipes de 5 étudiants par projet. Et le but, c'est de pouvoir développer, innover et faire émerger des bonnes idées pour les entreprises et pour les porteurs ou les startups qui auront des challenges à proposer dans le cadre de ce hackathon. Ce hackathon aura lieu du 5 au 7 novembre 2021. Donc, en fait, pour un peu vous réexpliquer rapidement l'historique des hackathons au sein d'Eurasanté, Eurasanté, en fait, développe ce système de sprint de créativité depuis 2016 grâce à Hipster, qui est le bootcamp de l'innovation de la région Hauts-de-France, qui vise à accélérer une dizaine de projets d'entreprise, de porteurs de projets ou d'étudiants entrepreneurs pendant 48 heures et grâce à l'apport de talents extérieurs, donc en l'occurrence des talents des futurs jeunes diplômés de Master 1 et des doctorants qui viennent en fait contribuer à ces projets d'entreprise et apporter de nouvelles idées aux différentes entreprises. Donc, je peux te laisser passer à la slide suivante, Thibaut. C'est vraiment plus vous présenter en détail le hackathon. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur toute cette durée de hackathon, les participants sont accompagnés par MOA. MOA, qui est une jeune start-up de la région qui aide les organisations à mettre en place des actions personnalisées et des interventions pour favoriser le bien-être et de chacun dans le cadre du travail et dans cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, tout au long de ce hackathon, qui se déroulera dès le vendredi fin d'après-midi, où il y aura vraiment l'accueil justement des différents participants et où on rassemblera les participants avec les porteurs de projets qui présenteront autour d'un atelier de co-développement le challenge qu'ils souhaitent mettre en avant sur le week-end des 48 heures. L'atelier de co-développement, c'est permettre aux entreprises, aux porteurs de projets de présenter le contexte dans lequel ils se situent, le challenge aux 2 équipes d'étudiants qui vont travailler sur la problématique. Le but, c'est que pendant cet atelier d'1 heure à peu près, il y a un échange vraiment entre le porteur et les étudiants pour qu'ils aient toutes les cartes en main pour les 48 heures à la suite, parce que le porteur ne sera plus à leur disposition par la suite et ils seront plus accompagnés par un coach et notamment MOA, comme je vous présentais. Ensuite, tout au long de ces 48 heures, l'hackathon sera aussi ponctué par différents temps forts, différents temps de rencontre, notamment avec des experts plus thématiques qui viendront peut-être les challenger par rapport à ce qu'ils auront déjà travaillé. On leur proposera également des masterclass, donc soit en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec justement la qualité de vie au travail, pour qu'ils aient vraiment les meilleures informations pour proposer une solution la plus innovante et la plus aussi créative possible aux porteurs de projets. Et enfin, le dimanche matin, ça se déroulera avec également MOA, un réveil musculaire où ce sera une initiation à ces activités de bien-être pour se mettre dans une bonne situation pour travailler. Ensuite, ils seront accompagnés pour une prise de parole à l'oral parce qu'à l'issue de ces 48 heures, il y aura vraiment un jury qui permettra d'évaluer les solutions de chacun des participants et qui sera suivi de la remise de prix pour pouvoir récompenser le travail des étudiants. Donc pour le coup, c'est vrai que nos 5 années d'expérience sur le hackathon ont vraiment permis à des étudiants de rendre des livrables pour le coup qualitatifs et de répondre à des problématiques. Bien souvent, pour faire partie du jury, on a des difficultés à désigner la solution la plus innovante entre l'une ou l'autre des solutions. Et mon côté RH veut aussi que pour le coup, il y a pas mal de ces étudiants qui ont été employés dans ces entreprises pour justement accompagner ces projets, puisqu'on fait ça volontairement en fin d'année pour que potentiellement ces étudiants puissent être disponibles en stage, en alternance ou toute autre forme de travail juste après pour justement porter ces projets. Donc c'est pour le coup, et je pense qu'Élise, tu me diras pas le contraire, le moment finalement de répondre à une problématique que vous avez, où vous n'avez pas forcément du temps à accorder pour y répondre.
Et ça permet aussi, je pense, de valoriser votre marque d'entreprise, puisque pour le coup, vous êtes également présent sur toutes nos communications, tous nos événements sur les réseaux sociaux, jusqu'à, pour le coup, cette année, avoir une émission dédiée sur WEO, pour le coup, la chaîne régionale, sur les aspects hipster. Et les thématiques qu'on a, donc on aura quoi? On aura 4 thématiques du coup cette année avec la qualité du travail. Les 3 autres, du coup, Oui, c'est ça. c'est lesquelles? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au niveau des thématiques, c'est accélérer du coup des projets dans les thématiques de santé, nutrition, sport. Et donc cette année, on intègre la thématique qualité de vie au travail. Je voulais aussi préciser par rapport aux bénéfices pour les entreprises de participer à ce type d'événement. Donc comme vous le disiez Thibaut, c'est vraiment déjà avoir un accès à potentiellement de futurs collaborateurs qui pourraient travailler derrière en stage, en CDD, en alternance au sein de vos entreprises. Mais c'est aussi à l'issue de ces 48 heures, repartir avec 2 livrables vraiment complets et qui sont potentiellement directement applicables dans vos entreprises pour pouvoir voilà, développer directement le concept, donc le concept chez vous. C'est un événement aussi qui est totalement gratuit hein, pour les entreprises, il faut quand même le préciser. Et ce qu'on demande seulement, c'est un minimum de temps pour que déjà les entreprises puissent échanger en amont avec justement moi, avec Eurasanté et avec Stimulus pour mieux peut-être rédiger le challenge à destination des étudiants. Et puis sur le week-end, juste être disponible le vendredi, 1 heure le samedi et au rendu final le dimanche. Voilà. Donc pour le coup, c'est vrai que ça permet aussi de vous impliquer dans vos politiques RH, dans votre communication. Et si demain vous avez résolu une problématique RH, vous pouvez aussi le mettre en avant. Et les focus étudiants sont pour le coup très intéressants. Peut-être sur le lancement de l'appel à projet, Elise, du coup, sauf erreur de ma part, on va le lancer du coup là début mai. Si vous avez des problématiques, vous aurez la possibilité du coup de les transmettre à Elise avec du coup un jury, donc une clôture de l'appel à projet qui aura très certainement lieu à la rentrée prochaine en septembre. Pour un hackathon qui sera du coup le premier week-end de novembre et qui a lieu d'ailleurs chaque premier week-end de novembre si vous, entreprise, vous avez d'autres problématiques en santé, nutrition, sport sur les prochaines éditions. Ce qui est important de vous montrer, déjà vous montrer qu'il y a une dynamique qualité de vie au travail qui est engagée du coup avec l'ARACT et Eurasanté et les cabinets QVT pour justement apporter des fiches pratiques, des bonnes pratiques auprès des entreprises du réseau. Ça n'empêchera pas, je pense, Clubster NSL de faire d'autres ateliers sur d'autres thématiques RH et de continuer cette dynamique jeudi des RH. L'objectif étant, je pense, d'avoir un événement final en mai 2022 restituant un petit peu tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui et tout ce qu'on a pu lancer comme projet, comme programme, sachant que les problématiques peuvent être différentes de celles que vous connaissez aujourd'hui en avril 2021, de celles que vous connaîtrez en novembre 2021. Donc il y a plein de dispositifs différents comme celui qui a pu vous présenter l'ARACT sur Objectif Reprise. Et puis nous, on est à votre disposition pour des accompagnements du coup plus individuels dans le cadre de cet appel à candidature et appel à projet. On vous laisse du coup l'adresse mail d'Elise qui, je pense, recensera l'ensemble des questions, des problématiques. Si vous avez besoin d'avoir nos coordonnées, que ce soit ceux du Clubster NSL, ceux de l'ARACT, on reste bien entendu à votre disposition. Voilà, je ne sais pas si vous voulez me compléter, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à passer par le chat. On sera ravis d'y répondre à la fin de l'enregistrement. Non, c'était très clair en tout cas Thibaut, tu as donné toutes les informations. Donc voilà, je serai votre contact sur toute cette partie appel à projet et on ne manquera pas du coup de revenir vers vous avec les informations en temps et en heure. Et n'hésitez pas avant cela ou même pendant de nous contacter ou de me contacter pour que je puisse répondre à vos questions. Eh bien, merci à vous. Et puis à ce moment-là, on vous souhaite une bonne après-midi et puis on reste à votre disposition si vous avez les moindres questions, que ce soit l'ARACT, Clubster NSL ou Eurasanté.